Madame le Premier ministre, Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du CRIF, cher Haïm Corsia, mon petit frère, et puis cher Pierre-François, merci, je suis très honoré, très ému d'être devant vous ce soir, et je n'ai que des choses peu aimables à dire en vérité, j'en suis désolé, je vais vous parler de mémoire, d'histoire, d'éducation, mais voilà, sans dissimuler les difficultés qui nous attendent et qui sont déjà présentes dans la société française. Quelques réflexions très simples que je vous soumets, je voudrais partager avec vous. D'abord, je ne suis pas certain qu'il faille parler toujours de mémoire. Je pense qu'il faut aussi parler d'histoire. Pour nos enfants, c'est d'histoire qu'il s'agit, et pas simplement de mémoire, ou même pas du tout de mémoire. Et je suis évidemment préoccupé, je ne dirais pas inquiet, mais de voir que nos programmes d'histoire, notre enseignement d'histoire auprès des enfants est un enseignement qui aujourd'hui a tendance à noyer le poisson, si je puis dire. Un enseignement qui, par exemple, est un enseignement qui, sur l'histoire de l'Europe des Lumières, est un enseignement orienté vers la repentance. Un enseignement qui réduit l'Europe des Lumières à la colonisation, à la traite des Noirs. Et je pense qu'il est fâcheux que, dans la période actuelle, nous ne soyons pas capables de transmettre l'histoire de manière plus objective, de manière plus fidèle à la réalité, en insistant évidemment, bien sûr, sur ce qu'il y a eu de terrible dans l'histoire de France, mais aussi en valorisant ce qui pourrait nous permettre de surmonter les difficultés qui viennent. Pourquoi je dis ça à propos de l'enseignement de l'histoire? L'autre jour, au CRIF, dimanche, je rappelais que dans les cours d'instruction civique des enfants des écoles primaires, des cycles 1 et 2 des écoles primaires, donc les très petits, les mots crimes contre l'humanité, antisémitisme n'apparaissent pas. Quelqu'un à la tribune me contredisait, j'ai vérifié depuis j'avais raison, ça n'est pas présent dans les programmes d'instruction civique aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement regrettable qu'on n'aborde pas avec les tout-petits ces questions-là. Et pourquoi je vous dis ça? Ça peut paraître des banalités, je vais aller maintenant à l'essentiel. Je pense que ce que le nazisme nous a appris, malheureusement, ce que le nazisme nous a appris, c'est que l'Allemagne, qui était le pays le plus cultivé du monde, avec les écoles et les universités les plus prestigieuses du monde, avec les intellectuels les plus fascinants. Je rappelle que Heidegger avait comme élève Hannah Arendt, Lévinas, Léo Strauss, en 1925, à Marburg. Eh bien, cette Allemagne, elle a cumulé, si je puis dire, la plus grande culture, la plus belle civilisation, celle de Schubert, celle de Bach, avec la barbarie la plus grande. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que l'intelligence et la culture ne sont pas forcément des armes infaillibles contre la barbarie. Et ça, il faut y réfléchir un peu. Heidegger a tué Victor Hugo, si je puis dire. Vous savez qu'on prête à Victor Hugo un mot qu'il n'a jamais prononcé. On lui prête ce mot célèbre, mais encore une fois, il n'est pas de lui, selon lequel ouvrir une école, c'est fermer une prison. La grande idée de Victor Hugo, héritier de Voltaire. Alors l'idée y est, bien sûr, chez Victor Hugo, mais la formule n'y est pas. Mais peu importe, l'idée y est, héritage des Lumières. Et Victor Hugo pensait que l'éducation morale et l'éducation intellectuelle allaient de pair, qu'avec la transmission des Lumières, l'encyclopédie, on allait vaincre la barbarie. Eh bien non. Ce que nous montre le nazisme, c'est que ça n'est pas le cas. Et qu'on a pu cumuler la plus grande civilisation, la plus grande intelligence, la plus grande culture, avec la plus grande saloperie. Heidegger est un très bon exemple. Heidegger était probablement le philosophe le plus intelligent, le plus cultivé, le plus important de son époque. Encore une fois, Arendt, Lévinas, Léo Strauss devant lui à Marburg en 1925, ça n'est pas rien. Ils étaient fascinés par lui. Et en même temps, aujourd'hui, les carnets noirs montrent clairement qu'il a été à la fois antisémite et nazi, et même très profondément hitlérien. Réfléchissons à ça. L'éducation morale et l'éducation intellectuelle, ça n'est pas la même chose. Je crois beaucoup à l'éducation morale, je crois très peu à l'éducation intellectuelle, en tout cas sur ce plan-là. On peut être un parfait salaud et un homme extrêmement intelligent et cultivé. Ma deuxième remarque, c'est que nous avons à affronter aujourd'hui un ennemi
qui n'est plus l'antisémitisme chrétien traditionnel, il est en voie de disparition, qui n'est même plus l'antisémitisme racialiste, hitlérien, atroce qu'on a connu, il est en voie de disparition aujourd'hui en France et dans la vieille Europe. Non, nous avons affronté ce qu'on a appelé souvent l'islamo-fascisme. C'est une erreur. Le mot fascisme ne convient pas. Beaucoup d'intellectuels ont parlé d'islamo-fascisme, à mon avis à tort. La vérité, c'est que l'islamisme radical aujourd'hui, celui de Boko Haram, celui de Daesh évidemment, celui d'Al-Qaïda, il est beaucoup plus proche du nazisme que du fascisme. Beaucoup plus proche, encore une fois. Pour Mussolini, pour Franco, l'antisémitisme n'était pas le problème de fond. Pour Hitler, oui. Et pour l'islamisme radical, oui. Et donc il faut nommer les choses. Camus, on lui prête cette formule aussi célèbre que celle de Victor Hugo, que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous nommons mal aujourd'hui l'ennemi. Il est redoutable et il est très proche du nazisme, au moins sur 5 points que je vous indique comme ça, mais on pourrait les approfondir. D'abord, la mise en avant de l'humiliation. Souvenez-vous que les nazis considéraient que le traité de Versailles était l'humiliation absolue et que c'est probablement à cause de Clémenceau que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu dans les circonstances où elle a eu lieu. Une misère humaine et sociale terrifiante, la crise de 29. On retrouve ça dans certains pays arabes aujourd'hui de manière ultra visible. Une idéologie sacrificielle, un sentiment du sacré. C'est-à-dire l'idée que, vous savez, le sacré, c'est pas l'opposé du profane. Le sacré, c'est ce pourquoi on peut se sacrifier, ce pourquoi on peut donner sa vie. Les nazis étaient prêts, comme les kamikazes japonais, à donner leur vie pour la nation, pour le Führer. On trouve la même chose. Quand on voit ces gamins qui poussent un caddie et qui vont se faire exploser quelques minutes après, on se dit qu'on a là affaire à un adversaire redoutable. Quand l'adversaire n'a pas peur de la mort, il est terrifiant. Et c'est à ça que nous avons affaire. Nous avons affaire à un rapport au sacré extrêmement violent. Encore une fois, sacré au sens où le sacré est ce pourquoi je pourrais donner ma vie, ce pourquoi je pourrais me sacrifier. Quatrième élément de comparaison qui est très fort, le sentiment d'appartenir à une communauté. Les mots ont un sens. Pour un membre de Daesh, et je viens d'employer le mot « membre », qui est un mot biologique, on appartient à un corps social, biologie, sentiment d'appartenance à une communauté. Et puis je termine presque avec ça. Ce qui est fascinant aussi dans les leaders, c'était déjà le cas avec le FIS, quand j'étais allé en Algérie en 85, j'avais rencontré les leaders du FIS, Ali Belhadj, Madani, c'était des gens extrêmement cultivés, comme les grands leaders intellectuels du nazisme. L'intelligence et la culture n'avaient pas empêché la barbarie. Dans le FIS, en Algérie, dans les années 80, on avait affaire à des pharmaciens, à des médecins, à des avocats, à des gens qui avaient fait des études. Ben Laden était doctorant d'une université américaine. Ce n'était pas un blaireau inculte. Vous voyez, très important de réfléchir à cet écueil de la tradition des Lumières et de l'éducation des Lumières à laquelle, évidemment, nous sommes tous attachés. Mais il faut avoir le courage de dire que l'éducation intellectuelle et l'éducation morale, ça n'est pas la même chose. Alors, je termine simplement avec peut-être une remarque un peu moins pessimiste, mais je pense qu'il faut nommer l'adversaire, sinon ça ne sert à rien de pratiquer la mémoire, le devoir de mémoire ou d'enseigner l'histoire, si ça n'est pas pour affronter le présent. Je le disais aussi dimanche au CRIF, pardon pour ceux qui étaient là, je me répète, mais c'est une idée à laquelle je tiens énormément, donc je vous la soumets et je m'arrêterai là. Il faut réfléchir à ce que Tocqueville appelait les passions démocratiques. Les passions démocratiques, c'est malheureusement pas les passions pour la démocratie. Les passions démocratiques sont les passions les plus communes. Ce sont celles qui traversent les classes sociales et les frontières et qui s'emparent de nous tous, ou presque tous. Et il faut bien les identifier, ces passions démocratiques. Elles sont terriblement présentes dans la société française aujourd'hui. Il y a la colère. Contrairement à ce qu'on a dit de manière stupide pendant des années, en particulier à gauche, la colère est ce qui anime le Front National, ça n'est pas la peur. Marine Le Pen et son père n'ont peur de rien, c'est même tout le problème. Mais en revanche, ils sont en permanence bouillonnants de colère, et leurs électeurs aussi. Ce n'est pas la peur, c'est la colère. La peur est ce qui anime l'écologie. L'écologie a peur de tout, elle a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des nanotechnologies, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de 1000 choses plus abominables encore, si c'est possible. Et puis on a une troisième passion qui est très forte, c'est l'indignation. L'indignation est la passion de l'extrême gauche.
Et puis la jalousie, ça on y passe tous. Et je cite souvent la phrase du président Hollande pendant sa campagne qui m'a fait beaucoup rire. « Je n'aime pas les riches ». Et j'ai toujours pensé que c'était l'argent des autres qu'on n'aimait pas. Le sien, on finit par se faire une raison. Et fort heureusement, il y a une troisième passion qui est très forte. Et on l'oublie souvent parce qu'elle est plus difficile à exciter par les démagogues. Elle est moins facilement mobilisable. Mais c'est celle dont nous avons besoin. C'est l'amour qui est né dans les familles depuis qu'on a inventé le mariage d'amour dans la vieille Europe. Et du coup, la sympathie ou la fraternité, sympathos, en grec, souffrir avec. Être capable de souffrir avec les autres. Eh bien, cette passion-là, elle est très forte aussi dans la société française. Je vois mon ami au fond de la classe, Bernard Kouchner, toute son action, toute sa vie a reposé sur cette passion qui est la fraternité et qui est l'amour. Ça n'est pas négligeable. Il faut être capable de mobiliser ça. Pas simplement être dans la colère, dans l'indignation, la peur ou la jalousie. Hélas, on y passe presque toutes, il suffit de se regarder dans la glace. Mais ce qui nous sauvera, c'est cette passion qui est la fraternité. Pas simplement la solidarité, mais la fraternité. Et là, je pense que nous avons besoin de comprendre, et notamment dans notre éducation nationale, que j'y insiste une dernière fois, l'éducation intellectuelle et culturelle, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation morale. Voilà pourquoi la question des cours d'instruction civique, pour les tout petits, pour les bébés, pour les 5-7 ans, c'est là qu'on peut vraiment agir. C'est très important. Et j'ai souvent dans mes conférences, dans mes livres cité, et je vous laisserai avec cette phrase que j'adore, je la trouve à la fois adorable et poétique, du Talmud de Jérusalem. Le monde ne se soutient que par le souffle des enfants qui étudient. Et représentez à vous ce que ça veut dire. On les voit, les petits qui parlent comme ça, ils lisent encore tout haut. C'est à ce niveau-là, c'est à cet âge-là qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et c'est évidemment à cet âge-là que nos enfants, à l'école comme dans la famille, ils nous écoutent comme si c'était la Torah, j'allais dire parole d'évangile, pardonnez-moi, mais ils nous écoutent, voilà, comme si c'était... Oui, je me fais gronder par le grand rabbin de France, mais voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire quelque chose. Après, mes amis, c'est trop tard. Merci de votre attention.